Orthoptera, en fait, c'est un nom, ça vient du... C'est vrai que si je dis pas de bêtises, donc ça veut dire aile droite. Donc je me suis un peu creusé le crâne pour savoir pourquoi ça s'appelait les ailes droites. Donc effectivement, là, ça va être droite. Mais bon, je pense que la seule conclusion, c'est que je pense que Linné, quand il a inventé ce mot-là, il devait être un peu en panne d'inspiration. Ça nous fait encore les appeler orthoptera. Parce que leurs ailes ne sont pas droites que celles des libellules, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'un orthoptère? Donc, un orthoptère, c'est un insecte, donc 6 pattes, corps en trois parties, tête, thorax, abdomen, avec 2 paires d'ailes nettement différenciées. Je n'ai pas mis trop compliqué dans l'exposé, mais un nom qu'on emploie très souvent au sujet des orthoptères, c'est l'équivalent d'élytre en fait qu'on utilise par exemple pour les coléoptères. Donc c'est le mot tegmen, qui au pluriel donne tegmina. Et donc en fait ce sont les ailes avant des orthoptères. C'est celles que l'on voit en fait quand ils ont les ailes fermées. Les ailes postérieures ne se voient que quand ils s'envolent. Donc les tegmina, les ailes avant sont assez rigides, qui servent à protéger l'insecte. Et les ailes postérieures qui se déploient, elles sont par contre translucides et souvent, enfin pas toujours, mais elles sont assez souvent assez colorées. Alors ensuite, autre caractéristique des orthoptères, qui partagent avec d'autres groupes, c'est pas que les orthoptères, ils passent par différents stades larvaires avant d'atteindre l'âge adulte. En fait, il y a 2 catégories d'insectes. Il y a les insectes qui vont avoir une métamorphose complète, qui vont passer par le stade œuf, le stade larve. Chez les papillons, par exemple, ça sera la chenille. Ensuite, ils vont passer à un stade pupe ou chrysalide, on appelle ça chrysalide chez les papillons, et qui ensuite vont subir à l'intérieur de la chrysalide une métamorphose complète pour donner l'insecte adulte. Chez les orthoptères, on appelle ça du tout. En fait, un bébé-orthoptère, une larve de premier stade d'orthoptère, c'est l'adulte en version miniature. Évidemment, il est un peu plus compact, ses pattes sont plus courtes, ses antennes sont plus courtes, ses ailes sont plus courtes aussi, mais en fait, il ressemble beaucoup à l'adulte. Et plus il va passer ensuite par 4, 5, 6 ou 7 stades selon les espèces, et il va ressembler de plus en plus à l'adulte. Donc c'est une transformation progressive, en fait, il n'y a pas de chose. Et donc évidemment, caractéristique essentielle des orthoptères, c'est que leurs pattes arrière sont modifiées pour permettre le saut. Il y a d'autres insectes sauteurs comme les cicadelles, mais bon, c'est quand même assez particulier aux orthoptères. Donc là, les cibons ont des pattes très longues, extrêmement musclées, et avec des mécanismes particuliers à l'intérieur qui leur permettent de développer des puissances assez considérables, qui leur permettent de faire des sauts de plusieurs fois leur longueur. Et donc oui, évidemment, autre caractéristique essentielle des orthoptères, qui n'est pas unique dans le monde des insectes, puisqu'il est aussi partagé par les cigales, donc c'est la possibilité de communiquer par le son. Donc le son chez les orthoptères que l'on appelle la stridulation, et on verra un petit peu plus tard, qui est produit par des petites adaptations morphologiques. Alors, juste pour info, les orthoptères sont un des ordres les plus anciens. Paraît-il apparu dès le Carbonifère, il y a plus de 300 millions d'années. Je vous ai mis une petite scène du Carbonifère pour voir un petit peu le paysage de l'époque. C'était avant les plantes à fleurs. Les seuls vertébrés qui existaient visiblement, c'était des amphibiens très primitifs et des poissons. Donc les libellules, comme vous pouvez constater, il existait déjà. Et voilà, c'est un des groupes les plus anciens. Là, donc, vous voyez, on arrive à trouver des fossiles entiers, et même de l'époque crétacée, des dinosaures fossilisés dans la
appartiennent à un groupe plus large qui est souvent appelé les orthoptéroïdes, à l'intérieur desquels on trouve d'autres groupes qui, a priori comme ça, ne ressemblent pas forcément beaucoup à des orthoptères. On a les perce-oreilles, les dermatères en est en termes plus scientifiques. Les phases sont souvent mis avec dans le groupe des orthoptéroïdes. Parfois aussi les termites, avec les isoptères. Les blattes sont très souvent placées dans le groupe des orthoptères. Les montres religieuses évidemment. Et d'autres groupes dont j'ignorais même l'existence avant de préparer la conférence, comme les plécoptères, les oraptères, les anguilles et les Menthophasmodea, qui sont des insectes plutôt tropicaux, qui apparemment sont des intermédiaires entre les phases et les orthoptères. Et on a aussi des Grilloplatodea, qui sont une sorte de petits, j'ose pas dire criquets, qui vivent dans la neige, mais bon, qui appartiennent à un ordre différent de celui des orthoptères. Donc classiquement, vraiment les groupes proches, en tout cas dans les faunes européennes, c'est dans les orthoptéroïdes, on met les orthoptères, les blattes, les menthes, parfois les termites, mais pas toujours, et les phases. Oui, sinon, ce qui sépare donc, les orthoptères de leurs cousins, c'est la production de sang, de son et la capacité de sauter. Alors, les orthoptères, donc l'ordre des orthoptères est séparé en deux sous-ordres, les encifères et les chélifères. Donc en latin, encifera, chélifera. Donc le premier groupe, les encifères, regroupe les sauterelles, les grillons et les courtilières, ainsi que d'autres groupes exotiques mais qui n'existent pas dans nos régions. Alors, ce qui caractérise les encifères, je vais dire les sauterelles, grillons, courtilières, ça sera peut-être plus compréhensible, ont des antennes très longues, filiformes et très flexibles. En général, les sauterelles ont des antennes au moins aussi longues que leur corps et même souvent plus longues. Autre caractéristique essentielle des encifères, c'est que la stridulation est produite par le frottement des tegmina l'un contre l'autre. Donc les tegmina, je me rappelle, c'est les ailes antérieures. Donc les encifères, grillons et sauterelles, et courtilières, produisent du son en frottant leurs ailes l'une contre l'autre. Donc en fait, on aperçoit, vous verrez pas, voilà. Là sur une effipigère, en fait, les effipigères sont des sauterelles qui ont perdu la capacité de voler. Et ce qui leur reste d'ailes, en fait, ne leur sert plus qu'à produire du son. Et donc voilà, ces deux moyens d'ailes, en fait, en les frottant l'une contre l'autre, elles arrivent à produire du son. Donc, autre caractéristique, c'est que les organes auditifs sont situés sur les pattes avant, sur les tibias avant. Donc je vous ai mis des photos là, on voit l'insecte entier. Et sur le gros plan ici, on voit une ouverture ovale en haut du tibia. Et donc ça, en fait, ce sont les oreilles de la sauterelle qui sont situées sur les pattes avant. Et autre caractéristique, bon, pour les reconnaître visuellement si ça sert bien, donc, quand vous voyez une sauterelle, ce qui vous permet de dire que c'est une sauterelle et pas un criquet, le plus facile, donc c'est des antennes très longues, et si c'est une femelle, elle aura un ovipositeur, ou oviscap, on emploie les deux mots, allongé, très saillant, qui forme une sorte, selon les espèces, ça peut former juste un petit croissant comme ça, mais souvent ça forme une sorte de sabre derrière l'animal. Donc ça, c'est caractéristique des sauterelles. Chez les grillons, il y a ça aussi, mais c'est moins visible, c'est beaucoup plus fin chez les grillons. Alors que les criquets ne possèdent pas cet organe. Donc les criquets, donc autrement appelés chélifères, alors donc contrairement aux encifères, ils ont des antennes courtes, plutôt épaisses. Donc en général, les antennes font la longueur de la tête plus le thorax, mais en aucun cas ils vont faire toute la longueur du corps, comme chez les sauterelles. Je ne sais pas si le micro ça va, ça peut pas le son. Voilà, donc, différence fondamentale, eux, la stridulation, ils ne la poussent pas en frottant une aile contre l'autre, mais en frottant leur patte postérieure contre leurs ailes. Il y a des petites adaptations morphologiques, normalement, il y a le diapo qui nous le montre. Et donc, autre différence, leurs organes auditifs à eux ne sont pas situés sur leur patte avant, mais sur les côtés de l'abdomen, près de la jonction avec le thorax. On voit sur la photo de gauche, là, ça a été entouré d'une bonne espèce d'ouverture. Ça, ce sont les oreilles, si je puis dire, du criquet. Donc, ils ne sont pas sur les pattes avant. Et autre différence, l'ovipositeur des femelles, parce que je dis qu'ils n'avaient pas l'organe, si les femelles évidemment ont un ovipositeur, mais il n'est pas saillant comme chez les encifères. En général, on le devine à peine. Soit il est caché à l'intérieur de l'abdomen, soit il est à peine sorti ici, et donc en général, ça fait des petits organes rougeâtres avec le bout noir. On
Vous voyez, un criquet, antenne courte, pas de cintre derrière. Et oui, sinon, une autre caractéristique essentielle, en tout cas pour les espèces d'Europe de l'Ouest, c'est que les criquets sont diurnes. Il y a beaucoup de sauterelles qui sont à la fois diurnes et nocturnes, voire même des espèces complètement nocturnes, alors que les criquets sont strictement diurnes. Il peut arriver exceptionnellement qu'en été, quand il fait très chaud, une ou deux espèces continuent à chanter un petit peu tard après le coucher du soleil, mais ce sont vraiment des espèces quasiment strictement diurnes. En fait, j'imagine qu'ils sont moins bien adaptés pour se déplacer la nuit. Leurs yeux ne leur permettent sûrement pas de voir la nuit. Et comme ils ont des antennes courtes, les sauterelles se servent de leurs antennes pour se repérer dans leur environnement. Donc même dans un environnement complètement noir, le sauterelle arrive encore à se repérer. Alors, donc maintenant, je détaille un petit peu les ancifères, donc les sauterelles au sens très large. Donc ça comprend ce que j'ai appelé les sauterelles vraies, c'est-à-dire ce qu'on appelle basiquement une sauterelle. En exemple, je vous ai mis la grande sauterelle verte et l'épipygère. Donc ce sont des animaux qui stridulent pour la plupart, et donc qui ressemblent superficiellement, qui ressemblent pas mal aux grillons, donc ils font aussi partie du groupe des ancifères. Mais donc, il y a une petite différence, c'est que chez les grillons, c'est l'aile droite qui est posée sur l'aile gauche, enfin le tegmen droit qui est posé sur l'aile tegmen gauche, alors que chez les sauterelles, c'est l'inverse. Mais sinon, le mécanisme de stridulation est à peu près le même. Donc, autre groupe de sauterelles qu'on trouve dans nos régions, les sauterelles cavernicoles. Donc, en France, on a 3-4 espèces de sauterelles cavernicoles. Donc, ce sont des espèces qui ressemblent pas mal aux sauterelles vraies, et qui sont complètement dépigmentées, qui ont des membres complètement très élargis, ça leur donne un aspect un peu d'araignée, et des antennes encore plus longues que les sauterelles normales, parce qu'en fait, ces espèces étant cavernicoles, elles vivent dans des environnements complètement noirs, donc leur seul moyen de se repérer dans leur environnement, c'est leur pattes et leurs antennes. Et donc elles n'ont pas besoin de chanter, parce qu'en fait, elles vivent souvent en grande congrégation, donc en fait, les mâles pour trouver les femelles pour trouver les mâles, en fait, il n'y a pas besoin de les appeler, ils se trouvent ensemble, ils se trouvent très facilement. Donc les grillons, voilà, qui sont bien connus, qui souvent, la plupart du temps, les grillons sont des espèces plutôt terrestres, qu'on trouve au sol, en forêt, dans les prairies. Parfois aussi, il y a des grillons cavernicoles qui vivent dans le grotte. Un groupe assez étrange, assez peu connu, c'est les myrmécophiles. Donc les myrmécophiles, ce sont des sauterelles minuscules, ça mesure 2-3 km de long. Et comme leur nom l'indique, ces espèces-là ne vivent que dans les fourmilières. Elles vivent aux dépens des fourmis et elles s'alimentent aux dépens des fourmis, et les fourmis ne leur font aucun mal. En fait, assez classiquement par des phénomènes de communication chimique qui fait que les fourmis prennent pour un des leurs et du coup elles leur font aucun mal. Et donc les myrmécophiles se nourrissent du couvain des fourmis. Donc le seul moyen de les trouver, c'est par exemple, c'est de soulever des grosses pierres, et si on tombe sur une fourmilière, on a des chances aussi de tomber sur une myrmécophile, donc il faut avoir l'œil, si c'est vraiment microscopique, et ça saute très loin. Un groupe un peu plus connu, la photo est pas très parlante, ce sont les courtilières. Les courtilières, donc, ce sont des insectes qui ont la capacité de striduler, et qui vivent dans des galeries souterraines. On les appelle aussi les grillons de taupe, parce qu'en fait, elles passent leur vie à creuser sous terre. Elles se nourrissent de leurs racines et puis d'animaux qu'elles peuvent trouver sous terre. Et donc, elles ont une très belle stimulation et qu'elles produisent en se plaçant à l'entrée de leur tunnel. Elles créent une espèce de chambre qui leur sert de caisse de résonance. Contrairement aux sauterelles vraies et aux grillons, elles n'ont pas de dispositif d'amplification du son, si on verra ça tout à l'heure sur leurs élytres. Donc elles ont trouvé une alternative, c'est de se créer une chambre de résonance à partir de laquelle elles chantent. Maintenant les criquets ou callifères. Alors, on va commencer par ce petit bas, donc les criquets vrais, c'est-à-dire les criquets banals, les criquets qu'on connaît bien, qu'on a déjà vu en photo tout à l'heure, donc classiques, qui stridulent, ce sont des espèces qui stridulent. Pour la plupart, il y a aussi des espèces qui n'ont pas d'ailes, donc celles-ci ne stridulent pas, et des espèces qui ont des ailes qui malgré tout ne stridulent pas. Donc ce sont les criquets classiques. On a deux autres familles, deux autres groupes de criquets dans la région, qui sont très intéressants. D'abord les tétrix, à droite, qui sont des criquets minuscules. Ils mesurent en général à peu près 1 cm de long, voire un demi-centimètre de long.
Comme particularité, c'est que leur pronotum, ça c'est un mot un peu compliqué, j'ai pas expliqué, leur pronotum, le pronotum des criquets, en fait, c'est le haut du thorax. C'est la partie chiquineuse qui remonte du thorax. Et donc chez les criquets classiques, le pronotum s'arrête juste avant les ailes, il recouvre un petit peu la base des ailes, alors que chez les tétrix, le pronotum se prolonge jusqu'à la pointe des ailes. En fait, le pronotum a une forme de pointe, et les ailes, du coup, sont complètement cachées, protégées par le pronotum. Donc voilà, les petits tétrix. Donc les tétrix ne se distribuent pas. Ils sont des paradoxales, des choses comme ça, mais ils ne produisent aucun son. Et un groupe assez original, assez mal connu aussi, c'est les tridactyles. On a une seule espèce dans la région. Ça, ce sont des criquets minuscules qui mesurent 2, 3, 4 mm de long et qui vivent dans des galeries qui creusent dans les bancs de sable des rivières. Il y en a sur la Violence, par exemple. Qui ne produisent aucune stimulation. Et qui ont par contre des pattes arrière démesurées par rapport à leur taille, donc ils sont capables de produire des sauts plusieurs fois leur longueur sans problème. Alors, les habitats des orthoptères, bon là, rien de très original. Bon, les orthoptères vivent dans toutes sortes d'habitats, on s'en serait douté. D'une manière générale, ils préfèrent quand même les habitats plutôt ouverts. La plupart des espèces sont assez thermophiles, donc elles ont besoin de chaleur, elles ont besoin de soleil. On a beaucoup d'espèces qu'on trouve en lisière, notamment les sauterelles. Comme ça, elles ont à la fois un abri pour se réfugier en cas de danger et elles peuvent s'exposer au soleil autant qu'elles en ont besoin. Comme j'ai déjà évoqué tout à l'heure, il y a des... Je ne sais pas si vous donc voilà, il y a quelques espèces qui ont des habitats beaucoup plus originaux, donc qui vivent dans des grottes, qui creusent des galeries sous la terre, ou qui vivent dans le sol, dans des cavités naturelles ou artificielles. Donc d'une manière générale, en fait, quand vous êtes face à un habitat naturel, si l'habitat est plutôt fermé, une galerie dense par exemple, vous trouverez probablement beaucoup plus de sauterelles que de criquets. Les criquets par rapport aux sauterelles ont quand même tendance à préférer les habitats ouverts. Si vous avez une pelouse rase, vous allez trouver peut-être 10-15 espèces de criquets pour 2-3 espèces de sauterelles. Donc les sauterelles, de manière générale, plutôt des habitats plus fermés, et les criquets, plutôt des habitats plus ouverts. Sur la photo, c'est une courtilière, on voit peut-être un petit peu. Je vous disais que ça s'appelle le grioto, vous avez sûrement tous déjà vu ça. Elle a les pattes avant modifiées en forme de pelle, comme une taupe, et donc c'est ce qui lui permet de creuser ses galeries sous la terre. Alors, la reproduction des orthoptères. Donc, chez les criquets, il n'y a rien de très original. Donc, les criquets, comme les sauterelles, ont souvent des paradoxales assez élaborées. Donc, en général, pour les espèces qui sont beaucoup de champs, donc les mâles attirent les femelles en stribulant. Quand la femelle s'approche, ils ont une stridulation de cours qui est un petit peu différente, qui sert de parade. Il y a souvent des mouvements de pattes, des mouvements d'antennes qui permettent de paradoxales classiques. Donc l'accouplement a lieu de façon tout à fait classique, et les criquets pondent dans la terre. Ils pondent dans la terre, donc en enfonçant les femelles, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé des petites pièces noires là, qui dépassent un petit peu. En fait, ce truc-là, le vipositeur des criquets, c'est une sorte de pince à sucre. C'est composé de quatre éléments, et elles arrivent à creuser dans le sol en prenant des petits cailloux, en les balançant, ou en forçant avec. Donc elles enfoncent ça dans le sol, leur abdomen se détend d'ailleurs pour qu'ils puissent s'enfoncer plus loin, et elles pondent à l'intérieur du sol. Les femelles pondent à l'intérieur du sol, donc quelques œufs, vous voyez, qui sont un peu comme chez les menthes, qui sont protégés par une gorge. Qui est produite par. C'est une sorte de mucus en fait, une sorte de mucus que produit la femelle au moment de la ponte. Donc ce mucus sèche et protège les œufs pendant l'hiver, par exemple, si les œufs sont pondus à l'automne. Chez les oncifères, donc sauterelles et apparentés, la reproduction se fait d'une manière un tout petit peu différée, un peu étrange. En fait, l'accouplement a lieu de façon classique, mais le mâle ne féconde pas la femelle de façon interne, il produit ce qu'on appelle un spermatophore, donc qui est un sac qui est rempli de nutriments et de sperme. Et en fait, ce spermatophore fait un peu office d'offrande pour la femelle. Par exemple, chez les menthes, c'est plutôt le mâle qui fait office d'offrande pendant l'accouplement, donc le mâle fait le mâle. Les orthoptères ont trouvé les sauterelles ont trouvé une solution un peu moins barbare pour les mâles, qui leur permet du coup d'aller s'accoupler éventuellement avec d'autres femelles. Donc ils produisent ce petit cadeau, donc qui reste accroché près de l'orifice génital de la femelle, mais la femelle le mâchouille en fait, parce qu'elle mange en fait les éléments nutritifs de
ce spermatophore, et en le mâchouillant, en fait, elle aide à propulser les spermatozoïdes à l'intérieur de son activité génitale. Et ensuite, donc, les sauterelles, par contre, pour leur ponte, alors soit ça ressemble au criquet, elles pondent dans le sol, mais il y a aussi beaucoup d'espèces qui pondent à l'intérieur de plantes. Dans les tiges, éventuellement en ayant creusé un petit trou avec les mandibules d'abord, ensuite en enfonçant leur embuscade, ou alors en l'enfonçant directement dans la tige de la plante, ou même certaines espèces à l'intérieur des feuilles, en fait, dans la tranche des feuilles, des feuilles. Alors, quelques trucs sur les ennemis des orthoptères. Les ennemis des orthoptères, donc évidemment, d'abord, il y a d'autres insectes. Donc, ces orthoptères, c'est des espèces, je pense, plutôt intéressantes d'un point de vue nutritionnel. C'est gras, c'est gros, donc voilà, évidemment, il y a plein de bêtes qui s'intéressent aux orthoptères. Sur la photo de gauche, là, on voit une réduve, une sorte de punaise qui s'intéresse à une larve de sauterelle. Il va peut-être passer à la question dans peu de temps. Là, on a une autre punaise qui est en train qui a enfoncé son dard, enfin, je sais pas comment on appelle ça, son rostre, pardon, à l'intérieur d'une sauterelle, donc, et qui est en train de pomper les liquides qui se trouvent à l'intérieur de la sauterelle. Parmi les ennemis des orthoptères, il y a évidemment d'autres orthoptères. Il y a beaucoup les criquets sont tous végétariens. Alors que les sauterelles, il y en a beaucoup qui sont soit végétariennes, soit omnivores, soit strictement carnivores. Donc là, par exemple, je vous ai représenté Sagapédo, donc la magicienne d'André, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure, qui est une espèce carnivore et qui se nourrit, entre autres choses, de criquets et de sauterelles. Donc là, on perçoit les restes d'un malheureux criquet qui est en train de se faire dévorer. Donc les araignées évidemment font partie aussi des prédateurs classiques des orthoptères. Ça vous est sûrement arrivé en traversant une prairie de faire sauter pas mal de petits criquets. Il y en a toujours un bout qui vient se prendre dans une toile d'araignée, une toile d'épais. Un autre ennemi des orthoptères, ce sont certaines guêpes solitaires, donc qui sont des Tachysplex. Je ne saurais pas vous dire à quelle famille ça appartient exactement. Donc ces guêpes-là, si vous avez lu les ouvrages de Fabre, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Donc ces guêpes paralysent les orthoptères en les piquant à des endroits bien précis pour uniquement les paralyser et ne pas les tuer. Ensuite, la guêpe transporte l'orthoptère jusqu'au nid qu'elle a creusé préalablement et elle pond des œufs sur l'orthoptère et les larves vont pouvoir dévorer l'orthoptère vivant. Ça paraît comme ça, mais la guêpe est plutôt jolie. Autre ennemi des orthoptères, la première fois que j'ai vu ça, c'était la photo du bas, j'étais dans une région infestée d'ours. Quand j'ai trouvé des vers qui mesuraient 20 cm de long, je me suis dit, ça doit être des sortes de ténias des ours, quelque chose comme ça. Et en fait, pas du tout. Donc ce sont des vers nématodes qui appartiennent au genre Bordius. Et en fait, ces nématodes sont des endoparasites, non pas des ours, mais des orthoptères. Donc, à l'intérieur d'un petit criquet comme ça, de 3-4 cm de long, vous pouvez avoir un ver de 20 cm de long. Donc, le ver, en fait, se nourrit, baigne en fait dans le liquide interne du criquet, et il se nourrit du liquide interne du criquet par ses pores, en fait. Il ne dévore pas de l'intérieur, il aspire sa substance, si vous voulez. Et donc, autre particularité très intéressante de ces vers nématodes, c'est qu'en fait, ils produisent une molécule, une protéine qui fait que quand le ver nématode a atteint son stade de développement maximum et qu'il va devoir sortir du criquet, il produit une molécule qui fait que le criquet est poussé par une force qui l'oblige à aller se jeter dans l'eau. Le criquet, voilà, va se jeter dans l'eau parce qu'en fait, ces vers-là vivent dans le fleuve, dans le marbre, dans les rivières. C'est là qu'ils s'accouplent et c'est là qu'ils pondent. Donc voilà, donc enfin, si le criquet se jette à l'eau, le ver sort, il s'accouple, il pond. Et ensuite, les œufs, alors soit c'est des marques temporaires et les œufs vont être emportés par le vent et un criquet finira bien par le manger par accident. Ou alors, les œufs sont déposés sur d'autres insectes qui eux-mêmes sortent de l'eau et c'est eux qui vont aller disperser les œufs dans la nature. Et notamment, le criquet peut être contaminé. Je vous disais que les criquets sont plutôt végétariens, mais ils ont quand même de temps en temps des mœurs un peu charognards. S'ils trouvent un autre criquet mort, ils vont manger, et si on pose un insecte quelconque mort, ils vont manger, et s'il y a des œufs de nématodes dessus, ils seront contaminés. Une autre infection assez originale qu'on prend encore assez fréquemment chez les criquets, donc c'est des infections cryptogamiques, donc provoquées par des champignons. Donc ça vous est peut-être déjà arrivé de trouver un criquet complètement desséché en haut d'une tige d'herbe.
Le criquet, en fait, est infecté par le champignon, et c'est pareil, en fin de cycle, le criquet va monter sur une tige et mourir comme ça. Donc je pense que l'intérêt pour le champignon que le criquet monte sur une tige comme ça, c'est que ça permet après au spore du champignon d'être plus facilement dispersé par le vent si le criquet est resté par terre. Donc voilà, le champignon mange le criquet de l'intérieur, le criquet meurt comme ça. Un autre ennemi, entre guillemets, des orthoptères, mais qu'on trouve sur beaucoup d'insectes, notamment les papillons et les libellules, qui sont des ectoparasites, donc des parasites externes à l'animal, ce sont des acariens trombidionides, on appelle tout simplement trombidions. En fait, ce sont des petites araignées rouges toutes petites, que vous avez sûrement déjà vues, on les voit souvent sur les endroits sur le béton au soleil. Et donc, au jeune stade, en fait, ces insectes, ces acariens, sont accrochés sur le corps de leur hôte et ils pompent l'hémolymphe de leur hôte. A priori, sans grande conséquence sur l'insecte, si c'est éventuellement un léger affaiblissement ou quelque chose comme ça. Et donc, là, au jeune stade, il n'y a pas de pattes, ça ne ressemble pas à une araignée, ça fait juste une petite boule rouge accrochée au criquet. Donc, autre ennemi des criquets, évidemment, ce sont les vertébrés. Donc les criquets, sauterelles et grillons ont un rôle très important dans les chaînes alimentaires. On a énormément d'animaux qui se nourrissent de ces espèces, notamment les oiseaux, et notamment les oiseaux rapaces. Le faucon cresserelle, par exemple, une espèce que vous connaissez bien, qui est une espèce très patrimoniale qu'on trouve notamment en Croc, se nourrit énormément de Decticafron blanc, qui est un énorme criquet, une énorme sauterelle extrêmement nourrissante, donc qui tient une part très importante dans le régime alimentaire du faucon cresserelle. Donc pour les illustrations, là, je vous ai mis un lézard en train de manger une dipode. Donc voilà, les lézards participent au festin. Là, on a une chouette chevêche en train de manger une grande sauterelle verte. Donc le faucon cresserelle, un cousin du faucon cresserelle, lui aussi se nourrit énormément d'orthoptères. Là, j'ai réussi à surprendre une femelle de moineau en fait, qui nourrissait ses petits avec des grandes sauterelles vertes. Pourtant, la grande sauterelle verte est presque aussi longue que le moineau. Mais le moineau, en fait, j'ai vu leur manège, en fait, il se débarrasse des ailes des orthoptères. J'imagine que c'est parce que ça va avoir un petit peu de mal à rentrer dans le gosier des oisillons. Et ensuite, elle donne la sauterelle entière aux oisillons. Et là, sur cette photo-là, on voit un grillon des champs empalé sur une épine. Et ça, c'est classiquement, ce sont les pigrièches qui font ça, notamment la fameuse pigrièche écorcheur qui porte bien son nom, voilà, qui empale entre autres choses les criquets pour pouvoir les manger plus tard. Voilà, donc les criquets ont un rôle très important dans les chaînes alimentaires. Alors, donc voilà, les criquets ont beaucoup d'ennemis, mais bon, ils ne sont pas non plus sans défense. Alors, première défense très répandue chez les orthoptères, c'est le camouflage. Vous voyez sur la photo de gauche, on voit une tripode qui a exactement la même couleur que la terre sur laquelle elle vit. Donc très difficile à repérer. Et donc, donc, si jamais elle était repérée, en fait, donc, autre stratégie évidemment pour se protéger, c'est la fuite. La plupart des criquets volent très bien, donc ils sautent et ils volent, ensuite ils arrivent à voler sur plusieurs mètres. Et donc souvent, chez les équipodes notamment, en plus donc, du pouvoir s'enfuir, il y a aussi des effets de surprise. Parce que certaines espèces ont des ailes très colorées, donc pour les prédateurs, c'est aussi un effet de surprise qui peut les laisser stupéfaits une fraction de seconde, et l'orthoptère comme ça attend d'être se cacher, et une fois qu'il est posé, il redevient parfaitement invisible. Vous voyez ça, en fait, c'est probablement la même espèce, et quand ça s'envole, les ailes sont vides, et quand ça se tourne, on ne voit plus du tout. Donc, autre stratégie, ça c'est employé par les grillons, c'est la ruse, parce qu'en fait, les orthoptères étant des insectes qui produisent des sons, ça entraîne pour eux une certaine vulnérabilité par rapport à leurs prédateurs, parce qu'évidemment, ils sont plus faciles à repérer. Tous les prédateurs qui ont des oreilles, les oiseaux, les chauves-souris, les petits mammifères, évidemment, profitent du champ des orthoptères pour les repérer. Donc, une des ruses employées notamment, une des ruses employées par les grillons, c'est qu'ils sont capables, en fait, en se déplaçant légèrement, en déplaçant leurs ailes, de tromper l'ennemi en brouillant les gouttes, en faisant croire que le son vient d'une certaine direction alors qu'il vient d'une autre. Donc il se déplace comme ça et du coup le prédateur potentiel a du mal à repérer l'insecte, il n'arrive pas dans quelle direction il doit aller pour le trouver. Oui, autre moyen de défense des orthoptères qu'on retrouve aussi chez les reptiles, c'est l'autotomie. Si vous avez déjà essayé d'attraper des orthoptères, si vous essayez d'attraper des orthoptères, vous verrez qu'ils perdent très facilement leur patte arrière. Leurs pattes arrière, en fait, ce sont leurs organes quasiment les plus saillants, donc c'est ceux qui ont plus de chances d'être attrapés par le prédateur. Et donc, si jamais l'orthoptère sent qu'il est saisi par une patte, il s'en sépare instantanément. Comme chez les lézards, il a un muscle qui coupe la patte, et la patte reste dans les mains et
la seule fois que vous cliquez peut s'enfuir comme ça sans s'arrêter. J'avais d'autres choses à vous dire, mais je suis passé. Pardon? Elle repousse, paraît-il. Elle repousse, oui. Ben, j'ai lu qu'elle repoussait et qu'elle pouvait éventuellement être un peu atrophiée par rapport à une porte normale, mais je vous avoue que j'ai jamais vu un cliquet avec deux pattes qui n'avaient pas la même taille. Donc j'ai un petit bout là-dessus. Alors je ne sais pas si elle repousse complètement ou si elle ne repousse pas du tout. J'ai pas pu vérifier, j'ai lu, mais j'ai pas pu vérifier. Donc la stimulation, comme je vous disais, chez les encyclères, elle est produite par le frottement d'une aile contre l'autre. Alors là, pour vous repérer, ce qu'on voit là, en fait, vous imaginez que vous êtes couché sur le dos et que vous êtes à l'intérieur des ailes de l'orthoptère, c'est-à-dire que ça, c'est l'aile gauche et ça, c'est l'aile droite, voilà, parce que vous êtes dessous. Et donc, l'aile droite, donc, qui est à gauche, elle est munie d'une crête stipulatoire, qui est en fait une sorte de ligne avec un peu comme un peigne, en fait, une surface irrégulière. Et donc, cette crête stipulatoire, elle est frottée par ce qu'on appelle un archet, qui est une partie un peu renforcée de l'aile sur l'aile qui se trouve sur l'aile gauche. Et le son est amplifié grâce à un miroir. Donc le miroir, en fait, c'est une espèce de caisse, un peu comme une peau de tambour qui est tendue et qui produit le son produit par l'insecte. Enfin, qui amplifie le son produit par le frottement de l'archet contre la crête stipulatoire. Oui, sinon, pour info, le son, la plupart du temps, il est produit lorsque les ailes, je me souviens plus, je crois que c'est quand elles se referment, mais il y a aussi beaucoup d'espèces qui émettent un son plus faible quand les ailes s'écartent et plus fort quand les ailes se referment. Et il y a des espèces qui ont une combinaison totale de deux. Il y a certaines espèces, c'est uniquement quand les ailes sont. En fait, tout existe. Le principal, c'est que l'archet est frotté contre la crête stipulatoire. Alors là, je vous ai mis un exemple, donc en fait, je fasse écouter un son, mais je n'ai pas fait le lien une fois que j'ai le chercher dans le dossier. Donc le Dectic Verusivore, je vais vous faire écouter son chant en web. J'aurais pu vous mettre en photo, ça vous aurait parler un peu plus. Dectic Verusivore, voilà, donc le chant, la stimulation du Dectic Verusivore, si ça marche. Donc ça, c'est un enregistrement qui est fait naturellement. C'est-à-dire que j'ai mis un micro devant le bestiole et je pense. Je vais peut-être vous montrer ce qu'on va écouter. Voilà. Le chant du Dectic Verusivore, c'est un chant assez aigu et en fait qui est composé quand on l'écoute, on entend des clics très rapides. Ça fait clic comme ça très rapidement. Et donc, ce qui est intéressant pour étudier le chant des orthoptères, on peut s'amuser. Ça y est, on va l'entendre. Voilà. Comme c'est un chant aigu, selon vos capacités auditives, effectivement, tout le monde ne l'entend peut-être pas, parce qu'en vieillissant, on perd de l'acuité auditive, notamment dans les aigus. Donc, une technique pour pouvoir à nouveau entendre les espèces qui ont des chants trop aigus, c'est de ralentir leur chant. Donc en fait, c'est ce que j'ai fait là. Le chant, je vous l'ai ralenti 10 fois. Et du coup, vous allez pouvoir entendre la même chose au ralenti. Vous voyez, ce qui est amusant, c'est que tout à l'heure, on entendait qui très rapidement, enfin, en tout cas, pour ceux qui l'entendaient. Alors que là, on entend 4 notes. Parce qu'en fait, là, on a la décomposition des mouvements des ailes du Dectic. Et donc, ce qu'on entend, c'est probablement fermeture, ouverture, fermeture, ouverture. C'est pour ça que ça fait 4 sons comme ça. Je vais vous montrer sur le graphique. Voilà, donc sur le graphique, il n'est pas très bien si on voit. Voilà, en fait, les clics qu'on entend, en fait, chaque clic est composé de ça. En fait, ce on interprète avec nos oreilles comme un clic, en fait, ce sont 4 sons qui correspondent à 2 ouvertures, fermetures des ailes. Donc le premier, vous voyez, ça fait 4 crêtes à chaque fois, donc c'est ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Voilà, les sons, ça répétait, c'est un rythme tellement rapide qu'en fait, que nous, on entend seulement des clics. Pour info, le champ total de l'insecte, de l'encifère, on appelle ça une strophe.
Chaque strophe, elle est composée de versets. Donc le verset, en fait, là en l'occurrence, c'est un clic. Enfin, nous, ce qu'on entend, on entend clic, clic, clic. Donc chaque clic est un verset. La succession des clics forme une strophe. Et donc, en fait, le clic, en réalité, on s'aperçoit en décomposant le son, en le ralentissant, le clic est formé de 4 accents. Et 4 accents, ce sont en fait 2 ouvertures, fermetures des autres. Ensuite, pour les qualifères cliqués, comme je vous ai dit, la stipulation elle est produite par le frottement des pattes postérieures, des fémurs, sur les ailes, sur les tegments. Et en fait, ça ressemble quelque part un petit peu aux ossifères. Donc les cliqués ont une rame stridulatoire qui est le long de la cuisse, le long du fémur, et qui vient frotter contre une nervure un peu épaissie sur les ailes antérieures, sur les tegments. Voilà, c'est le frottement de l'intérieur du tibia sur lequel il y a cette trappe contre cette veine-là qui produit le son. Et le son est amplifié par les ailes cliquées qui sont plus ou moins rigides selon les espèces et qui servent de caisse de résonance de la même façon que le miroir sauterelle. Donc là, on voit un petit peu sur cette séquence de photos, on voit les mouvements de balancier des pattes du criquet. Et donc, c'est pareil, la stimulation des criquets peut être extrêmement complexe. À l'oreille, on entend quelque chose d'assez basique, mais en fait, les mouvements sont extrêmement compliqués. C'est des allées-venues des pattes à gauche et droite qui ne sont pas forcément d'ailleurs synchrones. Et chose assez étonnante, c'est que donc, un criquet, dans son état normal, stridule avec ses 2 pattes postérieures, mais si vous enlevez une patte au criquet, le chant qu'il produira avec une seule de ses pattes sera identique à celui qu'il produit avec les doigts. Donc en fait, voilà, ça pourrait vous dire que c'est vraiment une adaptation. Il fait vraiment exprès de perdre ses pattes en cas de danger, parce que ça n'empêche de toute façon de ne pas chanter. Bon, par contre, s'il perd les pattes, là, c'est... Donc là, ça correspond à des enregistrements aussi. Donc là, c'est la stipulation, donc la critique qui s'appelle Corticus montanus, donc la vitesse normale, ça donne ça. Donc en fait, la strophe dure à peu près 2 secondes et elle est répétée toutes les 15-25 secondes, quelque chose comme ça. Je vais vous la faire écouter. Ça fait une phrase un petit peu montante. J'en ai plus, ça fait un truc comme ça. Donc c'est pareil, c'est assez aigu, donc pas forcément très facile à entendre. Donc là, je vais ralentir 20 fois pour qu'on ait bien la décomposition du son. Ça va monter en puissance. Là, ce qu'on entend, donc en fait, toute la durée d'enregistrement qu'on entend écouter, c'est que ça en fait. C'est 2 secondes, ralenti 20 fois, donc qui dure 40 secondes maintenant. Et en fait, à l'oreille, on devine quand même on sent des notes plus ou moins, qui sont très rapprochées les unes des autres, qui font ce son qui monte. Mais en fait, chacune de ces notes, donc, qui est inversée, est composée, c'est un peu difficile à compter, mais c'est composé de 4, 5 ou 7 accents en fait. Pour vous dire la complexité en fait de la stipulation. Ce qu'on interprète comme un juste, et ben, en fait, c'est extrêmement complexe. Ce sont des versets regroupés en versets qui eux-mêmes sont des accents montant comme ça. Voilà, donc après, ce genre d'analyse, ça peut permettre, par exemple, de différencier des espèces qui ont des chants un peu semblables. À l'oreille, par exemple, il y a les sauterelles, on entend. Sauf que si on décompose, on ralentit leur son, 2 espèces qui ont un son comme ça assez proche, on va s'apercevoir qu'une ne fait que 4 ou 5 accents, alors que l'autre fait 7 à 9 accents. Mais à l'oreille, c'est quasiment identique. Par contre, si on ralentit le son, on voit tout de suite à quelle espèce on a. Alors, seconde partie, donc un petit panorama des orthoptères de Provence. Alors, pour info, il y aura à peu près 23 000 espèces d'orthoptères dans le monde, à peu près 600 en Europe, 237 en France. Et donc, pour la région Provence-Côte d'Azur, j'ai compté un peu vite, donc c'est à quelque chose près, on a à peu près 165 espèces d'orthoptères. Donc, criquets, sauterelles, courtilières, diricophiles, etc., tout confondus. Voilà, donc le département où il y en a le moins, c'est le Bouches-du-Rhône avec 104 espèces, et le maximum c'est 133 espèces dans les Alpes-Maritimes. Mais en fait, là, je vous ai mis une carte qui montre le nombre d'espèces par département, et on s'aperçoit que classiquement, comme beaucoup de groupes, plus on se rapproche des régions méditerranéennes, plus on a d'espèces.
Et en fait, les seuls départements où il y a plus de 100 espèces, ce sont les départements méditerranéens au sens large jusqu'au Hexagone. Et les départements où il y en a le moins, en fait, il y a un peu moins de 40 espèces. Donc, vous voyez ici, dans nos départements, on a entre 100 et 130 espèces, et par rapport à certains départements, on est plutôt gâté. Alors, donc en fait, là, je vous montre quelques espèces, c'est pour un peu vous montrer un peu la géographie des espèces qu'on a chez nous, savoir quel est le peuplement, quelle est la faune des arthroptères de Provence, de la région PACA. Alors, on a évidemment classiquement, on a des espèces qui sont répandues dans toute l'Europe. Donc, on trouve ici, comme on trouve dans la région parisienne, on trouve en Corse, on trouve absolument partout en Allemagne, en Suisse, etc. Donc là, je vous ai mis deux exemples, deux espèces très très communes qu'on trouve assez fréquemment dans les jardins aussi, donc vous prendrez sûrement à l'occasion. Donc le criquet noir et belle. Bon, je ne vais peut-être pas vous les décrire tous un par un parce que ça va faire un peu beaucoup, ça va faire un peu long. Et la grande sauterelle verte aussi bien connue. Voilà, donc ça, ce sont vraiment deux espèces très très communes et relativement précoces. Dès le mois de mai, on commence à entendre chanter les premiers en Provence, en Basse-Provence. Donc en Provence aussi, en tout cas dans la région PACA, on trouve aussi des espèces plutôt septentrionales qui sont en limite d'air chez nous. C'est des espèces en fait qui ne supportent pas les climats méditerranéens. Donc vous voyez par exemple le phanéroptère commun, en venant d'Italie, il dépasse un peu sur les Alpes-Maritimes, il dépasse un petit peu sur les Alpes, mais il ne descend pas dans les départements méditerranéens. Dans ces départements-là, en fait, c'est plutôt qu'il est dans les côtes ou dans les régions de montagne. Le gonflocère roux, pareil, on le trouve un tout petit peu dans les départements alpins, mais il n'arrive pas du tout en Basse-Provence. Alors que dans le reste de la France, c'est une espèce extrêmement commune. Autre type de faune qu'on a chez nous, ce sont les espèces boréo-alpines. Donc ce sont des espèces de criquets qui sont un peu des reliques glaciaires, que l'on trouve à la fois dans les régions arctiques, ce sont des espèces de toundra, et sur le haut sommet, sur le sommet de nos montagnes. Donc je vous ai mis deux exemples. Gonfocerus sibiricus, donc comme son nom l'indique, plutôt une espèce de région froide. Mais c'est une espèce que vous avez peut-être déjà croisée en montagne, il est assez facile à reconnaître, on l'appelle souvent pour criquet Popeye, parce qu'il a les pattes avant enflées en ampoule, comme ses avant-bras sont enflés en ampoule. Donc ça, c'est une espèce très commune en montagne. Donc c'est pareil, donc je vous dis, cette espèce-là, on la trouve sur le sommet de nos montagnes, mais on la trouve aussi dans la toundra arctique. Et on a une autre espèce que je vous ai mis un autre exemple, qui s'appelle la Miramédéphrima, donc qui, elle, n'a pas survécu dans les Pyrénées, mais par contre se trouve encore dans les Alpes et dans la toundra arctique. On a des espèces qui sont strictement alpines, c'est-à-dire que ce sont des espèces qui se paraît qui ne supportent pas le chaud, qui sont des espèces des régions froides, mais qui ne vivent qu'en montagne. On ne les trouve pas du tout dans la toundra, elles se sont maintenues que dans les montagnes. Donc là, vous avez deux exemples, un criquet et une sauterelle, le sténobotre alpin et le barbitiste ventru. Autre type d'espèces qu'on trouve beaucoup chez nous, ce sont les espèces en fait, qui se sont réfugiées pendant les glaciations dans la péninsule ibérique et qui remontent depuis la péninsule ibérique. On a pas mal d'espèces comme ça qui du coup sont endémiques de péninsule ibérique et de France, voire même de péninsule ibérique et de aussi en Provence. Voilà, ces espèces-là en général n'atteignent pas l'Italie. Donc là, je vous ai mis deux exemples, le sténobotre occitan et le criquet des Ibères, Amburiella hispanica, voilà, comme son nom l'indique, est une espèce qu'on trouve en Espagne et dans le sud de la France, dans la région méditerranéenne. Ça, c'est un criquet qui est assez commun autour de Marseille, autour de Calamont ou sur le massif de la Mer, on le voit assez facilement. Donc on a aussi des espèces qui viennent d'Italie ou d'Europe centrale qui sont en limite d'air occidentale chez nous. Du coup, on trouve que dans un autre département souvent assez limité. Donc, je vous ai dit deux exemples. La Decticélactère, qui est une espèce de montagne, et le barbitiste en couperet, qui est plutôt une espèce de garrigue de moyenne montagne. Voilà, donc ces espèces-là, vous voyez, on les trouve que sur des départements frontaliers, quasi frontaliers, parce que ces espèces viennent d'Europe de l'Est. Alors, on a aussi des espèces endémiques. Donc là, je vous ai mis un exemple, c'est l'arciptère provençal. Donc l'arciptère provençal, comme son nom l'indique, on ne la trouve qu'en Provence, qu'en région PACA. Elle ne dépasse pas les frontières de la région PACA. On la trouve des Bouches-du-Rhône jusqu'à l'ouest des Alpes-Maritimes. Donc c'est une espèce qui reste relativement commune, une espèce de garrigue relativement commune, mais qui n'existe qu'en Provence. Là, on a un endémique encore plus restreint. Je l'ai appelé analogue des Alpes, je me suis trompé, en fait, c'est l'analogue du Mercantour. C'est une minuscule petite sauterelle qu'on ne trouve que dans une seule vallée du Mercantour, qui est la vallée d'Ascq, si je me souviens bien. Donc cette espèce unique au monde ne se trouve que là. En fait, cette région glaciaire est de refuge pendant les glaciations, d'isolat pendant les glaciations, et comme c'est une espèce toute petite et à terre, elle ne s'est pas répandue dans le monde.
notre région. On a des espèces qu'on appelle endémiques côtiens. En fait, ce sont des espèces qui sont endémiques d'une petite région des Alpes frontalières entre la France et la Suisse. Là, je vous ai mis deux exemples qui ont été découverts assez récemment en France. Ils n'étaient connus que de Suisse, pardon, c'est l'Italie, frontalière entre l'Italie et la France. Donc, ces espèces ont été découvertes il n'y a pas très longtemps en France, il y a juste quelques années. Donc, le criquet de Scialorsia, on le trouve que, pour l'instant en France, il est connu que dans un point du Queyras. En Italie, il doit être connu en 5 ou 6 points seulement, donc ce sont vraiment des micro-endémiques. Et le criquet de Cotius, pareil, il y a quelques stations connues en Italie et une station connue en France actuellement dans la vallée de Lubin. On a aussi des espèces que j'ai appelées tropicales, parce qu'en fait, c'est des espèces qu'on trouve chez nous, donc évidemment, comme on peut s'y attendre, on les trouve plutôt dans les régions chaudes, donc soit strictement méditerranéennes, soit un petit peu sur la côte atlantique et éventuellement en remontant dans la Loire. Donc ces espèces-là, en fait, existent sur le pourtour méditerranéen, mais elles existent aussi dans les régions tropicales. Pour celui-ci, on le trouve aussi dans celui-ci, on le trouve en Asie, celui-ci, on le trouve en Afrique aussi. Donc, et juste en Afrique centrale, en fait. Donc voilà, ce sont des éléments tropicaux qui appartiennent à la faune de Provence aussi. Là, je vais vous présenter les trois. En fait, on a 3 espèces d'orthoptères qui sont protégées en France. La première, la plus connue, je pense, c'est la magicienne dentée, qui est également connue pour être a priori l'insecte le plus grand d'Europe. On voit sur la photo du bas que cet individu mesure 12 cm. Donc c'est une espèce de garrigue et de pelouse sèche. Donc on trouve dans les régions départementales des méditerranéennes de France, mais qui est assez répandue parce qu'on la trouve depuis l'Espagne jusqu'à la Chine. Voilà, dans des régions chaudes, ou en tout cas a été chaud, jusqu'en Chine. Et elle a une particularité assez intéressante, en plus d'être carnivore, et du coup là on voit sur cette photo-là, elle a des mandibules assez impressionnants, et ses pattes et son thorax sont couverts d'épines, donc en fait c'est une sorte de... Quand elle attrape un insecte, elle l'empale sur ses épines, elle le dévore comme ça par la tête. Voilà, donc après, pour nous c'est assez inoffensif. Par contre, si vous lui donnez sur le doigt, elle le croquera sans problème. Je pense qu'elle peut vous croquer jusqu'au sang, c'est pas agressif, si vous ne l'attrapez pas, elle ne fera pas de mal. Voilà, donc autre particularité intéressante de cette espèce, c'est qu'en fait, il n'existe que des femelles. C'est une espèce parthénogénétique, les femelles produisent des œufs sans fécondation, sans accouplement. On n'a jamais vu de mâle de cette espèce, le mâle n'existe pas. Pour quelle raison? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'elles les ont mangés jusqu'au dernier. Autre espèce protégée, donc la deuxième espèce d'orthoptère protégée en France est un criquet. Le criquet qu'on appelle le criquet hérisson. Donc c'est une espèce qui est endémique de Provence. On ne le trouve que dans 3 ou 4 départements de Provence, centré sur le centre Var, il dépasse un petit peu sur les départements limitrophes. Donc c'est un criquet assez massif, assez gros, c'est long comme ça. On l'appelle criquet hérisson parce qu'en fait au stade larvaire il y a des espèces d'épines sur le dos qui font penser à des épines d'hérisson. Je pense que c'est pour ça qu'il a été appelé criquet hérisson. Donc voilà, je vais vous montrer sa répartition départementale, mais en fait, si on regarde sa vraie répartition, elle est beaucoup plus restreinte. Voilà, je l'ai mis sur la photo d'après. Voilà, donc en fait, c'est une espèce endémique et relativement menacée, puisqu'en fait, il est dépendant des milieux ouverts comme ça, donc des garrigues caillouteuses ou des garrigues des pelouses un peu herbeuses comme ça, et qui est menacé parce qu'en fait, les milieux chez nous ont tendance à se refermer par rapport au pastoralisme. Et comme en plus c'est une espèce qui est incapable de voler, parce que je crois que sur les photos, il a les ailes très courtes, les ailes n'atteignent même pas la moitié des pattes, et donc c'est une espèce qui se déplace uniquement en marchant. Donc quand sur son territoire il y a des routes et des autoroutes et des choses comme ça, il se fait facilement écraser s'il essaie de se déplacer. Voilà, donc la dernière espèce protégée d'orthoptère en France, en fait c'est un proche cousin du criquet hérisson, qui appartient à la même espèce mais à une sous-espèce différente. Donc c'est le criquet de Cros, et comme son nom l'indique, ce criquet on le trouve strictement en Cros. Il est connu nulle part ailleurs dans le monde. Et alors, non seulement il lui faut ce milieu de Goussou, mais encore faut-il que le milieu de Goussou soit intact. Il suffit que le milieu ait été retourné, cultivé ne serait-ce qu'une fois, et l'espèce disparaît en fait de son habitat. C'est une espèce extrêmement fragile. Et donc très menacée, comme vous pouvez vous en douter. Et malheureusement aussi très difficile à répertorier parce qu'il est extrêmement discret. Il est super bien camouflé. Vous voyez cet individu-là, il a la même couleur que les galets autour desquels il vit. Et pour
pour le repérer, en fait, pour pouvoir faire un inventaire de cette espèce-là, ça demande des heures et des heures de travail, en fait, parce qu'il a tellement confiance en son camouflage que si vous n'êtes pas sur le point de marcher dessus, il ne va pas bouger. Et quand il est posé dans le caillou, je vous promets, il est parfaitement invisible. Voilà, donc en fait, il faut des heures et des heures d'inventaire pour pouvoir inventorier quelques individus sur une surface. Alors, troisième et dernière partie, donc sur l'observation des orthoptères. Alors déjà, les saisons pour observer les orthoptères, en fait, les orthoptères en Provence, en tout cas, on en trouve toute l'année. Le maximum, évidemment, c'est à partir de mai et surtout en été. Mais en fait, on a beaucoup d'espèces qui passent l'hiver. Donc, au mois de janvier, par exemple, par une belle journée ensoleillée, vous pouvez parfaitement entendre chanter des criquets. Ou les faire s'envoler sur le chemin de long. Là, je vous ai mis trois exemples. Deux ou trois qui ne sont pas forcément très connus. Une sauterelle qui survit assez longtemps pendant l'hiver, qu'on peut voir jusqu'en février, qu'on trouve dans certains parcs de Marseille. Le criquet des garrigues, qui est très commun autour de Marseille, en Calanque, etc. Ça, c'est le dipode framboisine, c'est une espèce qui a les ailes rouges quand elle s'envole. C'est pareil, c'est très commun, mais pas très facile à reconnaître. Une espèce que vous connaissez peut-être un peu mieux, je sais pas si on voit bien sur la photo, c'est le criquet égyptien, qui est très fréquent dans les jardins et qu'on trouve assez facilement dans les parcs de Marseille aussi. C'est une espèce énorme en fait, hein. C'est un criquet qui est long comme ça, avec des pattes très épineuses, on n'a pas trop envie d'y mettre les doigts, donc il est parfaitement inoffensif. Alors, les outils de l'orthoptériste, c'est un peu les outils classiques de l'entomologiste. Moi, l'outil que j'utilise le plus souvent, c'est le filet insecte. Ça me permet éventuellement d'attraper les individus au vol et puis d'attraper tous les individus qui s'envolent. Ça permet aussi de faucher la végétation, même si on conseille plutôt de le faire avec un filet fait spécialement prévu pour ça, donc ça s'appelle le filet fauchoir. Moi j'ai un petit ustensile que j'utilise assez souvent qui est bien pratique, c'est une sorte de petite épuisette à poisson qu'on trouve dans tous les magasins d'aquarium, des trucs comme ça. Ça doit faire 10 cm de côté, et je trouve ça très très pratique pour attraper un criquet particulier, en fait, quand je voulais attraper un criquet. Parce qu'avec le fil à papillon, quand je donnais un coup dans la végétation, vous ne voyez pas très bien ce qui se passe, voilà, on peut attraper sur 10 à la fois, alors qu'avec la petite épuisette, on arrive à en attraper qu'un seul, et c'est transparent, c'est plus pratique. Autre outil qu'on utilise assez fréquemment, c'est le parapluie japonais. Ça permet de localiser des espèces qui vivent dans les buissons, des sauterelles, des grillons. Donc en fait, le principe, c'est qu'on bat la végétation avec un bâton, les insectes tombent sur le drap blanc, comme ça ils sont faciles à repérer. J'ai déjà vu des orthoptéristes qui utilisaient des tubes de plexiglas pour attraper les criquets. Donc c'est des tubes qui font à peu près 5 cm de diamètre, vous mettez un bouchon à un bout, et en fait vous le présentez devant le criquet, et quand le criquet s'inquiète, il s'envole, et comme le tube est transparent, il ne le voit pas, il s'envole au fond du tube, vous mettez votre main, et comme ça vous allez attraper le criquet. Là, des outils un peu plus sophistiqués, donc évidemment, classiquement, c'est pas mal de pouvoir faire des photos, c'est bien pratique. Les criquets, c'est pas très facile à déterminer, ça demande de l'expérience, donc au moins quand on a des photos, ça permet éventuellement d'en venir sur ces identifications. Je vais vous montrer après ce qu'il faut photographier chez un orthoptère pour éventuellement réussir à mettre un nom dessus. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'espèces de sauterelles nocturnes, donc c'est toujours intéressant d'aller les chercher la nuit. La magicienne d'Anglais, par exemple, qui est une espèce plutôt nocturne, on la trouvera plus facilement la nuit avec une lampe torche qu'en essayant de la trouver la journée, parce qu'elle est extrêmement mimétique et elle bouge très peu, donc elle est très difficile à repérer. Un outil que j'utilise beaucoup, avec lequel je fais les enregistrements que vous avez écoutés tout à l'heure, c'est un enregistreur, parce que les criquets sont souvent difficiles à reconnaître par leur habitus, par leur aspect extérieur. Il y a même certaines espèces, elles sont quasiment impossibles à reconnaître si vous n'entendez pas leur chant. Vous pouvez les reconnaître que par leur chant, ou éventuellement en les attrapant et en les disséquant, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pas mal de pouvoir faire des enregistrements comme ça. Il existe des CD en fait avec des chants d'orthoptères. Il y a aussi des sites internet qui présentent des chants d'orthoptères, donc ça peut peut-être permettre de faire des comparaisons et les identifier. Un outil qui est pas mal aussi, c'est le détecteur de chauves-souris. Donc là, on n'utilise pas pour détecter les chauves-souris, c'est un détecteur hétérodyne qui est en fait un appareil qui transforme les ultrasons en sons audibles. Alors je vais vous montrer l'utilité parce que j'ai un exemple sur les enregistrements. C'est celui-ci. Hop. Donc voilà, là c'est l'ambiance naturelle. Bon, ceux qui ont des bonnes oreilles, vous allez les entendre. Voilà, on entend surtout les oiseaux.
avec cet appareil-là, en fait, on le dirige vers les orthothérapeutes qu'on veut entendre, et voilà ce qu'on entend. Voilà. Donc, des choses qui sont à peine audibles à l'oreille, avec le détecteur de chauve-souris, on l'entend parfaitement. Donc c'est parfait, on les entend en fait. Donc on ne peut pas les repérer si on ne fait pas cette information. Et pour les gens qui commencent à mal entendre aussi, ça aide aussi à entendre les bruits. Voilà, donc ça arrive assez fréquemment qu'on me montre des photos de criquets ou de sauterelles pour mettre un nom dessus. On y arrive parfois, mais pas toujours. Parce que les critères de détermination des orthoptères, en fait, on croise souvent plusieurs critères. Donc, quand on photographie un orthoptère, quand on cherche en tout cas à identifier un orthoptère, c'est important de pouvoir bien examiner ses ailes. On a beaucoup de critères sur les ailes. En fait, en examinant la nervation des ailes, des nervures qui sont plus ou moins écartées, qui se touchent, qui ne se touchent pas, etc. Donc, beaucoup de critères sur les ailes. Des critères très importants, parfois sur la tête, mais très souvent aussi donc, sur le pronotum. En fait, je ne sais pas si on le voit, on voit une sorte de croix blanche sur le pronotum. Ça, ce sont ce qu'on appelle les carènes latérales du pronotum. Et donc, chez certaines espèces, elles peuvent être très anguleuses, comme c'est le cas de la Staphylococcus X. Chez certaines d'autres espèces, c'est beaucoup plus arrondi, ou même ces carènes sont parallèles. Donc ça, c'est des critères très importants pour les reconnaître. Autre critère qui est pas mal aussi à vérifier, c'est la couleur des genoux et la longueur des ailes par rapport aux genoux. Si les ailes n'atteignent pas les genoux, si elles atteignent les genoux ou si elles les dépassent. Donc ça permet de différencier certaines espèces. C'est pas mal aussi d'avoir la couleur des ailes postérieures et éventuellement aussi la longueur par rapport aux ailes antérieures. Chez les sauterelles, ce qu'on regarde souvent, c'est le pronotum aussi. Là, ça ne va pas se voir sur ma photo, parce que si on voit un petit peu, c'est important de pouvoir bien voir les organes génitaux des mâles. Chez les femelles, il vaut mieux voir le biscape de côté. Et une photo aussi du dessous du bout de l'abdomen, en fait, il y a souvent des critères très importants aussi pour identifier les animaux. Et donc, pour manipuler un orthoptère, comme je vous disais, ça n'est pas assez fragile. Donc, il y a deux façons de les tenir. Soit vous le prenez par les côtés du pronotum, c'est-à-dire que vous le prenez par les côtés du corps, un petit peu derrière la tête. Là, c'est celui qui vous pouvez serrer un petit peu, lui, il n'a rien à craindre. Vous pouvez, si vous voulez le prendre par les pattes, ce qui peut être utile parfois, là, il faut faire toujours très attention de bien tenir fermement les deux pattes en même temps. Si vous en tenez qu'une, il va s'envoler, il va s'envoler en tenant une patte dans les deux. Bon, ça m'est déjà arrivé de tenir une sauterelle et de m'apercevoir, de fouiller dans mon sac et en revenant de m'apercevoir qu'il ne restait que les deux pattes de la sauterelle. Ça arrive pas très souvent, mais ça peut arriver. Et voilà, et donc si on s'y prend bien, normalement, en la relâchant, comme la photo que j'ai fait après l'avoir relâché, la bestiole se portait très bien, elle pourra reprendre sa vie normalement. Après, pour déployer les ailes des criquets, ça c'est un coup de main qu'il faut prendre, c'est assez facile, bon, ça demande un petit peu d'adresse, un petit peu d'habitude. Ça leur fait pas mal, il faut écarter les ailes dans le sens naturel en fait, pour les animer, et ça marche très bien. Alors quelques outils pour identifier les orthoptères. Malheureusement, en France, on n'a pas peu d'outils vraiment complets, vraiment didactiques, vraiment pratiques. Il y a un guide de la chaux-IST, qui est loin d'être parfait, mais c'est quand même ce qui se fait de mieux. Mais bon, je vous promets que si vous débutez et que vous commencez avec ce livre-là, vous allez avoir beaucoup de mal quand même, c'est très difficile. Il y a un guide suisse qui est merveilleux, mais qui ne présente que les espèces de Suisse. Donc en Provence, il manque beaucoup d'espèces. Pour quelqu'un qui habite dans le Jura, par exemple, celui-là est parfait. Mais par contre, pour les Provençaux, ça aide à défricher un petit peu. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas tout. Mais bon, c'est quand même un bouquin que je conseille, même s'il est épuisé, mais voilà, qui est très intéressant. Il y a des petites choses qui sortent de temps en temps. Là, il y a une clé très bien faite, avec beaucoup de photographies, qui a été faite pour les orthoptères de Vendée. C'est pas la Provence, mais bon, on trouve déjà quelques espèces qu'on trouve en Provence et qu'on ne trouve pas en Suisse. Et sinon, l'outil de base actuellement vraiment pour les spécialistes, c'est la clé des orthoptères de France, qui s'appelle Détermination des orthoptères de France, qui est un bouquin imbuvable, qui a été produit sans aucun dessin. Donc, il y a des versions qui circulent sous le manteau dans lesquelles on a rajouté des dessins, qui sont un peu plus utilisables, mais celui-là, il faut vraiment être passionné pour se le procurer parce qu'il est extrêmement compliqué. Après, voilà, d'autres outils quand on s'intéresse aux orthoptères qui sont très bien, c'est Internet. Le forum du monde des insectes, notamment, je vous ai mis l'adresse en bas, vous connaissez peut-être déjà si vous vous intéressez à d'autres insectes,
donc c'est insecte.org. Donc ça, c'est un forum merveilleux. Vous avez plein de gens de bonne volonté, vous postez une photo et ils vont vous aider à identifier l'animal que vous avez posté. Et en plus, ils produisent des guides pratiques. Là je vous ai mis au début, ils ont fait un guide pratique pour différencier certaines familles de sauterelles. Enfin, c'est un truc qui est vraiment très bien quand vous voulez débuter quel que soit le groupe d'insectes d'ailleurs, parce qu'ils traitent tous les insectes. Donc ce site-là est absolument merveilleux. Autre site sympa pour les orthoptères, c'est le site Teleorthoptera, qui ne présente pas beaucoup d'outils d'identification, mais qui par contre a l'avantage de vous présenter toutes les espèces de France avec des photographies de toutes les espèces de France, et dans la mesure du possible aussi des enregistrements, des stipulations de toutes les espèces de France. Donc ça vous fait une sorte de catalogue de tous les orthoptères de France. En plus, il y a des cartes de répartition, donc vous pouvez voir en premier coup d'œil si l'espèce, vous avez des chances de la trouver chez vous ou pas. Donc ça, c'est un site que je recommande, d'autant que c'est moi qui m'en occupe. Ça, c'est un site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que je trouve l'idée super sympa. Bon, malheureusement, c'est uniquement, en fait, il a été fait en parallèle avec la sortie d'un atlas des orthoptères de Franche-Comté, donc qui vous présente toutes les stridulations de tous les orthoptères de Franche-Comté. Il est très facile à utiliser, il suffit de cliquer sur les petites flèches là, et donc vous avez comme ça accès directement au champ de tous les orthoptères de Franche-Comté, mais ce qui veut dire qu'évidemment, là-dedans, vous avez quelques espèces que vous ne trouverez pas en Provence, surtout en Basse-Provence, et puis aussi, vous manquez énormément d'espèces strictement méditerranéennes. Sinon, l'association historique qui s'occupe des orthoptères, qui étudie les orthoptères en France, c'est la CET. C'est un peu une association de spécialistes, c'est pas très grand public, mais bon, ils publient un certain nombre de choses assez intéressantes, souvent qui sont payants, il y a quand même quelques articles qui sont en accès libre, et ils mettent régulièrement à jour une liste des orthoptères de France. Donc c'est toujours intéressant de s'y référer pour savoir les évolutions taxonomiques pour ceux qui s'y intéressent. Et je crois que c'était la diapo de la fin, donc s'il y a des questions. Normalement, le terme propre pour les orthoptères, on pourrait dire striduler. On aurait l'habitude de dire chanter, mais le chant des orthoptères s'appelle une stridulation. Ouais. Et effectivement, oui, le grillon domestique chante un stridule à l'intérieur des maisons. Oui, on l'entend en ville, même à Marseille, c'est très bien. En sortant tout à l'heure, vous pourriez très bien l'entendre sortir du câble. Quand j'étais gamin, il y a longtemps, j'étais passionné d'été par l'écoute de ce que mon grand-père appelait le taille-sèvre, c'est-à-dire la cordillère. Il y avait une stridulation très longue. Très longue et très puissante. Ça peut être quand vous avez la tête devant, le nez devant son cou, c'est la solution. Elles se sont paraît-il beaucoup rarifiées, les courtillères. Elles ont été beaucoup chassées parce qu'en fait elles font un peu des dégâts, comme ils l'appellent, pour sève, parce qu'en fait ça coupe les oignons, ça coupe les poireaux, les choses comme ça coupe les racines des plantes, donc elles ont été beaucoup chassées, et bon, elles sont très sensibles aussi aux pesticides qui sont utilisés massivement dans l'agriculture, donc elles se sont rarifiées, mais ça existe encore, on l'entend. L'été. Oui, voilà. Lui, l'été, merci beaucoup. Vous l'avez vu, c'est une courtière. Apparemment, c'est parce que moi j'ai l'expérience en Tunisie, il y a une espèce assez commune qui a un énorme grillon qui s'appelle Brachytrupes megacéphalus, qui vit dans les palmeraies, il creuse dans le sable dans les palmeraies, qui fait des tunnels assez longs et qui a un son, mais on ne peut même pas vous approcher. À 2 mètres, il faut des boules qui assis. Si vous mettez cette tête devant son cou, vous venez sous, c'est assez bien. Voilà. Et c'est un énorme grillon très pâle avec une tête énorme en fait. Ils sont décassés de plus. Ça pourrait être ça, c'est un truc assez commun, je pense. Les cigares, ce sont des symbolisations. Il y a encore des questions? Les criquets chez nous,
pas parce que bon, j'ai vécu en Afrique du Nord et il y avait des invasions de sauterelles entre guillemets, mais on n'a pas ce phénomène. On a plus ou moins, ça a un peu diminué en fait, mais en Europe de l'Ouest aussi, on a connu des populations de criquets, notamment il y a Canitalus italicus qui peut faire ce genre de population, Dosustos marocanus, une espèce ou en pro par exemple, qui peut faire ce genre de population, mais avec l'emploi généralisé des pesticides, maintenant ça a beaucoup diminué, et à certaines époques, c'est arrivé même que des criquets migrateurs arrivent d'Europe de l'Est et envahissent l'Europe, ça c'est déjà... Ça a complètement disparu, c'était l'Europe de l'Est.